Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là pour cette troisième et dernière journée des EGC. Et on démarre cette journée sur les chapeaux de roue, puisque je suis rejoint par l'incroyable Claire Siegel, que vous avez déjà pu écouter hier en table ronde, titulaire de master en philosophie et en game design, autrice d'une thèse intitulée « L'art game, un jeu utopique à l'ère de la gamification ». Elle est aujourd'hui maître de conférences en arts plastiques et responsable pédagogique de la licence professionnelle métier du jeu vidéo à Montpellier, ainsi qu'enseignante dans le master associé. C'est enfin une enseignante passionnée et passionnante qui vient aujourd'hui nous parler de système discursif et poésie des mécaniques à partir de la rhétorique procédurale de Jan Bogost. Merci Claire pour ta présence et bonne conférence. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Vasco, ça me met bien l'impression comme introduction pour vous rencontrer. Je voulais démarrer quand même par justement remercier Vasco qui m'a invité à venir assister aux EGC et puis Maureen également pour toute la logistique et puis toute l'équipe, j'imagine, étudiante qui était un peu derrière cet événement puisque c'est vraiment un bel événement et je trouve que c'est extrêmement important et responsabilisant en fait que ce soit vous, étudiants, étudiantes, qui organisez ce genre de rencontres. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de game design avec un axe assez particulier, un axe qui me préoccupe et qui m'habite beaucoup dans ma recherche, qui est autour de la rhétorique procédurale. Donc le titre, c'est Game Design, Système discursif et Poésie des mécaniques, à partir de la rhétorique procédurale de Jan Bogost. C'est un titre un peu à rallonge, comme on aime bien le faire dans le milieu académique, mais qui essaie de préciser les choses. Et alors, oui, c'est une conférence, mais c'est presque plus un cours que j'avais envie de venir vous donner, pour vous donner un petit peu de visibilité aussi à la manière dont on approche les choses en licence professionnelle ou en master. Donc, ce que je vous propose sur l'heure que nous avons ensemble, eh bien, c'est de découvrir ou éventuellement de redécouvrir pour certains une philosophie du game design, donc une philosophie du game design qui tourne autour des jeux persuasifs et de la rhétorique procédurale, donc qui va prendre en compte en fait l'idée qu'une mécanique de jeu est une action symbolique pour un joueur. Jusque-là, ça prête pas trop à confusion, mais on va voir que ça a certaines spécificités. Et puis la manière dont un système de jeu, dans l'exécution de ces boucles de rétroaction, va pouvoir porter un discours, et plutôt un discours idéologique, donc vecteur de valeurs, vecteur d'idées. Donc c'est principalement du GD théorique que je vais vous présenter, mais j'ai quand même fait une petite partie qui sera la dernière partie, on va dire sur une dimension un peu outil, application, et voir si ça peut donner des préceptes qui éventuellement vous inspirent. Donc, on a dit à partir de Jan Bogost, donc je vais vous présenter qui est Jan Bogost. C'est une personne aux multiples casquettes. C'est un artiste, c'est un game designer. Il va distinguer sa pratique, on va dire, plus professionnelle dans un studio qui s'appelle Persuasive Games et une pratique plus personnelle autour du jeu vidéo, donc à travers certaines de ses créations, donc qui ne se retrouvent pas dans le studio, hein, qui sont vraiment signées de son nom. Et je vous présenterai d'ailleurs 2 de ces exemples de création dans le cadre de la conférence. Donc c'est un artiste, un game designer, mais c'est aussi un universitaire et un chercheur. Donc il travaille actuellement, il est directeur du département des arts et des sciences de l'université de Washington et auparavant, il a été 17 ans au Georgia Institute of Technology, donc toujours autour de la question des nouveaux médias et on va dire de la rhétorique autour des jeux. C'est également un auteur prolifique. On a une dizaine d'ouvrages théoriques autour du game design qui ont été conçus. Et ce qui est particulièrement intéressant autour de Bogost, c'est qu'on a une pensée qui va se construire en système, ce qui est assez rare dans le domaine du game design, où on va retrouver plutôt des ouvrages, des manuels d'application un peu directs et qui n'élaborent pas en fait une pensée complexe. Or, une pensée complexe, c'est vraiment l'idée de venir développer petit à petit, préciser, affiner, itérer sur la théorie à travers un ensemble d'ouvrages. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter surtout un, plus ou moins 2 et un peu 3. Sur les 10, c'est déjà pas mal si on se donne cet objectif-là. Je ferai quelques mentions à l'ouvrage qui est Unit Operations, qui est le premier ouvrage paru en 2006 au MIT Press. Je vais surtout parler de Persuasive Games, The Expressive Power of Video Games, qui lui est paru en 2007 et qui est l'ouvrage le plus connu, le plus recensé autour de Jan Bogost. Et puis, je vais me permettre de faire appel à un ouvrage qui est plus un essai que véritablement une théorie académique, qui est A Sloyer Game Poems, et qui va se combiner à une de ses créations. Donc ça, j'en parlerai un petit peu à la suite, mais là, l'idée, c'est plutôt, il va y avoir une vingtaine de pages introductives au début de cet ouvrage qui sont plutôt théoriques et assez intéressantes pour présenter une autre approche de la rhétorique procédurale que celle qu'on peut retrouver dans Persuasive Games.
Donc multiples casquettes autour de Yann Bogos. Ce que je disais, c'est qu'il est également journaliste, donc il va faire de multiples contributions dans la presse, donc principalement chez The Atlantic, où il va traiter des nouvelles technologies, toujours avec un prisme assez politique et engagé. Pour moi, Yann Bogos, c'est un chercheur aujourd'hui qui est inégalé en fait dans sa contribution par rapport au domaine des Game Studies. Il serait certainement pas très content que je le catégorise dans les Game Studies puisqu'il va y avoir une approche critique de ce domaine-là. Approche critique qui va se définir principalement par le fait que pour lui, les Game Studies ont un intérêt. Il y a une reconnaissance. On n'est pas dans de la critique qui serait bête et méchante. C'est plutôt qu'il va voir dans ces Game Studies une emphase un peu trop prédominante sur une espèce de formalisme de comment on fait des jeux. Et ce qui va intéresser Bogos, c'est pas de repousser au loin cette question-là, mais c'est plutôt d'associer la question comment on fait des jeux à celle de qu'est-ce que font les jeux. Donc il y a vraiment tout un questionnement sur la dimension sociale, la dimension politique, la place des jeux vidéo aujourd'hui et comment ils pourraient être, en fait, prendre part. Il va parler d'artefacts qui témoignent en fait de notre société contemporaine et peut-être qui pourraient nous amener à questionner certaines des procédures, donc des lois organisationnelles qui régissent le bien commun aujourd'hui. Donc, à la suite de cette introduction, je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel va voir le jour donc l'ouvrage Persuasive Games. Donc, il apparaît en 2007 et il va venir défendre l'idée que les procédures ludiques constituent la spécificité artistique du jeu vidéo. Donc, autrement dit, l'argument, la thèse de Yann Bogos, c'est de venir dire que les mécanismes de jeu, les systèmes de jeu ou encore les règles de jeu vont constituer la matière, le médium artistique au cœur des jeux. Donc cette idée, elle est loin d'être admise déjà à ce moment-là, même si on a quand même dans le domaine indépendant beaucoup de création et d'expérimentation au game design. Et encore aujourd'hui, je reviendrai un peu sur ce point. Donc quand cet ouvrage apparaît, Bogos traite principalement d'une réponse. En fait, il écrit une réponse à un critique d'art spécialisé dans le domaine du cinéma qui est Roger Ebert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Roger Ebert. C'est quelqu'un qui a pris place dans la polémique sur justement la légitimité artistique du jeu vidéo, avec deux articles, donc un en 2005, puis une réaffirmation de sa position en 2010. Donc vous voyez un peu le voyage qu'on peut avoir dans l'évolution et l'histoire du jeu vidéo à ce moment-là, et qui va dire, donc je vous cite le titre de l'article, il est assez évocateur, « Video games can never be art ». Donc vraiment, les jeux vidéo ne seront jamais de l'art. Donc ce que va critiquer Roger Ebert, c'est déjà tout un ensemble de normes et de conditions, de standards autour des jeux vidéo. Il va pointer notamment tout ce qui est autour des conditions de victoire, autour du fait d'avoir un score, d'avoir des points, donc des choses un peu clichés quand même autour du jeu vidéo. Mais il va aussi venir parler de la manière dont un joueur peut s'approprier un jeu et donc venir transformer l'œuvre originale qui serait posée par un concepteur et par un créateur. En sachant qu'il va avoir une définition autour de la dimension artistique au sens général qui se positionne justement du côté de l'art persuasif. Donc c'est pas pour rien que Bogos va reprendre cette idée de persuasive games. Donc je vous donne une citation de Roger Ebert, je l'ai traduite, c'est celle qui est sur le support. Il dit « À ma connaissance, personne dans le domaine ou en dehors n'a jamais pu citer un jeu digne de la comparaison avec des grands dramaturges, poètes, cinéastes, romanciers et compositeurs, qu'un jeu puisse aspirer à une importance artistique en tant qu'expérience visuelle, donc entendez aussi déjà un point argumentaire qui va apparaître ici. Il dit, ça je l'accepte, mais pour la plupart des joueurs, les jeux vidéo représentent une perte de ces précieuses heures dont nous disposons pour nous rendre plus cultivés, civilisés, empathiques. Donc voilà, sur le positionnement un peu de Roger Ebert, donc Bogos va venir s'opposer à cette idée-là. Donc déjà, dès 2006, en réponse à l'article qui était paru en 2005 de Roger Ebert, Bogos va développer en fait dans Unit Operation une première posture de théorie critique esthétique, donc positionnée dans l'art autour des jeux vidéo. Et c'est véritablement en 2007, donc dans Persuasive Games, qu'il va affirmer la dimension expressive des jeux. Donc il va argumenter cette dimension expressive. Donc la dimension ou la capacité expressive des jeux, il faut l'entendre comme étant une capacité que les jeux vidéo auraient de pouvoir toucher un joueur, changer la perception de la réalité d'un joueur, d'être capable de poétiser en fait momentanément ou peut-être plus durablement la vie de celui qui joue. Donc il y a vraiment toute une dimension poétique qui va se dégager de cette dimension persuasive.
Il y a également un axe plus politique dans la pensée de Yann Bogost, puisqu'il va associer cette dimension persuasive à une dimension politique des jeux vidéo, en définissant les jeux vidéo comme étant un médium expressif qui va représenter des systèmes qui vont être particulièrement inspirés, référencés en fait, par ce qui peut nous entourer au quotidien. Et ce qui va être la particularité de la rhétorique procédurale, c'est de dire que ces systèmes de jeu vont induire des jugements, donc des jugements déjà qui peuvent être propres à l'auteur, au concepteur, mais également aux joueurs qui découvrent le jeu, et que ces jugements vont être soutenus par l'interaction, donc par l'activation d'un système. Donc ce que nous dit Yann Bogost, c'est que le gameplay d'un jeu, par son système, par ses règles, va toujours diffuser un discours, va toujours raconter quelque chose. Et ça aussi, c'est un point spécifique de la rhétorique procédurale qui est souvent mal compris, c'est de venir déceler un ensemble de discours dans les jeux existants, des discours qui sont parfois pas nécessairement conscientisés en fait par leurs auteurs, mais qui vont représenter un ensemble d'éléments rattachés à notre monde réel. Donc cette rhétorique procédurale, son objectif, c'est de venir toucher la raison, mais l'émotion aussi, et puis peut-être dans une dimension plus éthique, toucher les valeurs, trouver des valeurs communes également avec le joueur. Donc toute cette idée-là, toute cette thèse que va poser Yann Bogost, aujourd'hui, elle a encore beaucoup de mal en fait à trouver une place, et Bogost va rencontrer un ensemble de critiques. Je reviendrai un petit peu sur ce point. On a une tendance qui est dominante dans le domaine du game design à venir considérer un système de jeu comme étant neutre et des mécaniques de jeu comme étant apolitiques. Et ça, c'est tous les questionnements et les polémiques que vous pouvez retrouver justement sur la défense d'un apolitisme dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est un petit paradoxe, on va dire, contemporain, puisque aujourd'hui, on cherche quand même à légitimer la dimension culturelle du jeu vidéo, alors qu'on va très peu s'intéresser, on va avoir très peu d'études critiques qui se penchent sur la manière dont les systèmes de jeu se font le vecteur de systèmes d'idées, autrement dit, d'idéologie. Donc, sur cette rhétorique procédurale et cette dimension des jeux persuasifs, ça va donner lieu à un qualificatif, alors qui vient après coup, puisqu'on le verra sur les dates. Là, je vous ai mis quelques exemples. Un qualificatif, en fait, qui va permettre de venir nommer, qualifier la pratique d'un ensemble de concepteurs. C'est pas du tout exhaustif, je vous ai mis simplement un petit exemple, un panel. Donc vous retrouvez ce qu'on appelle des procéduralistes. Les procéduralistes, c'est un ensemble de concepteurs, de game designers qui vont s'intéresser particulièrement à la valeur expressive du gameplay de leur jeu, donc avec une emphase très forte justement sur le game design. Donc on retrouve des personnes comme Gonzalo Frasca, peut-être que ça parle à quelques-uns, Gonzalo Frasca qui a travaillé d'ailleurs avec Yann Bogost sur certaines créations et qui va poser toute une dimension plutôt autour de la ludologie et de la simulation, notamment dans les débats qu'on a pu avoir entre ludologie, narratologie, etc. Donc Gonzalo Frasca, mais aussi Paolo Pedercini, qui lui est enseignant à l'université de Pittsburgh et qui va fonder en 2003 un collectif qui s'appelle la Mole Industria, avec des jeux au format très court qu'on pourrait comparer à des sortes d'aphorismes, comme un peu des maximes, voilà, des formats assez percutants, et qui viennent porter tout un discours critique sur un ensemble de pans de la société contemporaine. Donc je peux penser à The Best Amendment qui va faire une critique de la NRA, ou encore Iron Man qui va venir mettre en scène une autre éthos de la figure du soldat, on va dire de manière très critique par rapport à ce qu'on peut avoir représenté dans tout un tas de FPS. Donc là, avec les nouvelles logiques en fait de la guerre par téléprésence, puisque on utilise essentiellement des drones. Donc voilà, toute une dimension assez percutante, très critique du côté de Paolo Pedercini. Vous retrouvez aussi Jason Rohrer qui va être considéré comme un procéduraliste. Jason Rohrer qui va être une figure pionnière dans le domaine de l'art game, j'y reviendrai un peu après, et qui lui va avoir une pratique autour de très peu de mécanique et souvent de variations de petits paramètres atomiques pour venir exprimer des historiettes un peu plus personnelles sur des chemins de vie, etc. etc. Et puis Marie
Flanagan. Alors j'ai vu que Mary Flanagan était dans votre bibliothèque, donc vous pourrez aller consulter l'ouvrage si vous la connaissez pas. Donc qui a écrit 2 ouvrages fondateurs, mais qui a aussi monté un laboratoire de recherche aux États-Unis, qui est Tilt Factor, et monté un studio plutôt spécialisé autour des jeux de société qui est Resonim. Et donc qui a écrit 2 ouvrages, Critical Play, Radical Game Design. Le premier vient renouer justement l'histoire du jeu vidéo à une histoire artistique, à l'histoire des arts. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment un ensemble d'artistes se sont emparés du jeu, et c'est assez inspirant, on va dire, pour faire du jeu vidéo aujourd'hui. Et puis Playing Operation, donc, qui est paru lui en 2023 et qui est d'ailleurs en open access sur le site du MIT, donc vous pouvez consulter, qui va viser en fait une analyse critique et esthétique des jeux de société, des jeux de plateau plus précisément, sur la dimension colonialiste prédominante et jeu hégémonique qu'on va pouvoir retrouver avec l'idée de conquête, de prise de terrain, etc., etc. Donc ici, on est sur un panel de pratiques autour du jeu vidéo, autour de concepteurs qui ne sont pas du tout ancrés dans une sphère industrielle, qu'on peut retrancher dans la sphère indépendante, même si on est encore dans une sphère, on va dire, presque marginale de la scène indépendante, puisqu'on a des jeux qui n'ont pas de vocation, la plupart du temps, à être commercialisés et qui ne cherchent pas à rencontrer un public à tout prix. On est surtout sur utiliser le médium ludique pour exprimer quelque chose, passer un discours, passer un message, réfléchir, voilà, autant sur des discours biographiques et intimes avec Jason Rohrer que de plus grande ampleur sur la société dans laquelle nous vivons avec Paolo Pedercini. Et tous ces procéduralistes, on va pouvoir les retrouver dans un champ ou dans un domaine plus particulier, qui est le domaine de l'art game. Donc l'art game, c'est une tendance qui va permettre de qualifier cette pratique-là. C'est un terme qui apparaît dans les années 2000, qui est donné par Tiffany Holmes, donc je vous ai mis toutes les références nécessaires sur le support, et qui va venir montrer cette rencontre entre l'art et le jeu, et venir qualifier une pratique assez spécifique. On parle aussi de pratiques avant-gardistes ou de jeux avant-gardistes, qui viennent remettre en question en fait les codes classiques, standards des jeux vidéo, donc qui viennent souvent un petit peu dérouter les joueurs. C'est intéressant de voir que ce terme il apparaît dans les années 2000 parce qu'en fait c'est rattaché, relié au fait de pouvoir se passer des logiques matérielles autour du jeu vidéo, et avec tout l'avènement, en fait, la diffusion de l'internet, où on va aussi pouvoir se passer des éditeurs. Donc ça permet un champ d'expérimentation et de diffusion de ces créations qui est plus étendu, plus vaste, donc d'ouvrir un nouvel espace en fait expérimental autour de ces critiques. Donc chez les procéduralistes, on va avoir une approche qui est assez technique autour du game design, qui demande souvent à décrypter les systèmes pour comprendre les discours, et une approche assez conceptuelle autour du jeu. On parlera aussi de fétichisation du game design. Donc ça, c'est un terme qui est donné par Brian Schrank, qui est un historien de l'art. Donc vraiment avec une espèce de prédominance en fait de la conception des mécaniques et des systèmes par rapport aux autres dimensions qui pourraient constituer un jeu vidéo. Bien entendu, il n'y a pas d'enjeu de hiérarchisation, on va dire, des différents médiums qui interviennent à l'intérieur du jeu. Ce qui importe à ces concepteurs et à ces chercheurs, c'est vraiment de trouver les modalités persuasives, expressives, les plus pertinentes, en fait, pour travailler leur discours, travailler leur œuvre. Et ce qui les intéresse, du coup, c'est pas du tout une performance technique, c'est pas non plus une performance graphique, c'est même pas une performance et une innovation ludique, si je peux faire référence un peu à une des conférences qu'on a eues hier. Ici, c'est vraiment comment on va essayer de modeler un jeu, de le prendre comme une matière artistique, et en particulier du point de vue de ses règles et de ses systèmes, pour essayer d'imbriquer chacune des petites modalités ludiques comme étant autant d'idées dans un système de jeu. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à avoir cette approche-là. C'est pas du tout une approche dominante, hein, c'est très marginal en fait dans le domaine du game design. Et quand on regarde les ouvrages théoriques, les manuels théoriques de game design, on va voir qu'il y a beaucoup de mal à allier ces deux dimensions-là. C'est quelque chose qui est beaucoup plus admis, on l'évoquait dans la table ronde hier, beaucoup plus admis du côté du cinéma par exemple, où on va penser justement des technicités au service d'une expression. Là, on a plutôt tendance à trouver surtout de la technique en termes de game design, mais on va très rarement, on va dire, sur le champ de l'expressivité. Donc pour illustrer un peu tout ça, le plus simple pour moi, c'est de vous présenter deux exemples, donc deux exemples de jeux.
de Yann Bogost, donc qui font partie de ses créations personnelles, donc de sa vie artistique. Donc je vais parler en premier de Cow Clicker et puis en second lieu de Usloir. On va voir que c'est deux approches assez particulières de présenter la rhétorique procédurale. Donc, autour de Cow Clicker, on est sur ce qu'on peut appeler un jeu-thèse ou une théorie jouable. Hier, on a évoqué un peu ce que pouvait être la recherche-création ou la création-recherche. Là, vous en avez une illustration. Donc ici, on va avoir un jeu qui se développe donc en 2010 et qui vient au départ d'une expression qui trotte dans la tête de Bogost en assistant à une GDC. Je crois que c'est la GDC en 2009, où il va avoir tout un débat sur l'émergence des jeux Facebook. Dans ce débat sur l'émergence des jeux Facebook sur réseaux sociaux, il va trouver, on va dire, deux philosophies autour de la conception des jeux. Une philosophie ou une vision plus traditionnelle, des jeux AAA avec des éditeurs, des studios, etc. Et puis une autre philosophie autour de ces jeux Facebook qui vont avoir plutôt un mépris considérable pour les utilisateurs, puisque l'enjeu va être surtout de conditionner le plus grand nombre de joueurs pour engranger des revenus par tous les moyens possibles. Donc Bogost, en assistant à ces différentes conférences, à l'émergence autour des jeux Facebook, va se dire dans sa tête tout simplement, mais ce sont des cow clickers, donc des jeux, nous on pourrait traduire ça avec l'idée de vache à lait, quoi. Enfin, l'idée de venir simplement utiliser en fait le jeu comme étant purement un produit propre à la consommation avec des mécanismes plutôt behavioristes. Donc au départ, c'est plutôt une provocation de la part de Yann Bogost, mais c'est quelque chose qui va rester dans sa tête et il va être invité en 2010 à un colloque à l'Université de New York. Le colloque s'appelle Social Games on Trial. Et il va se dire que plutôt que de faire une conférence classique, pourquoi ne pas faire un jeu illustratif de sa théorie ? Donc il s'attelle à donner vie à ce jeu Cow Clicker qui est une illustration donc de la rhétorique procédurale et qui se veut comme étant une satire, une caricature, voire une moquerie par rapport au jeu Facebook. Donc je vous donne un petit peu le contexte. Vous allez voir sur le principe du jeu, c'est très simple. Vous obtenez une vache. Vous pouvez cliquer sur votre vache. Vous avez le droit de cliquer toutes les 6 heures sur votre vache. Cliquer vous fait gagner des clics supplémentaires et qui vous permettent aussi de customiser votre vache. Vous pouvez bien sûr, comme dans les jeux Facebook, effectuer des micro-paiements qui vous permettent d'acheter de la monnaie en jeu, qui s'appelle de la monnaie, et réduire le temps d'attente pour pouvoir cliquer plus rapidement sur votre vache. Et vous pouvez bien sûr poster tout ça sur votre mur Facebook, donc afficher votre fierté par rapport à ça. Donc ici, la mise en scène critique de Cow Clicker, elle vient dénoncer tout un tas de mécanismes en fait des jeux Facebook qui sont basés sur la frustration du joueur, dont l'objectif des jeux va être de le conditionner à la consommation par micro-paiement. Donc on a des mécanismes principaux qui sont mis en scène autour de une critique de l'idée que les amis sont des ressources dans les jeux Facebook, une critique de l'entretien, on va dire, d'un caractère un peu psychologique, chronophage, compulsif chez le joueur, de venir vérifier constamment s'il peut cliquer sur sa vache à nouveau. Et puis une critique aussi autour de l'optionnalisme, où toute la difficulté du jeu, voire même les mécanismes premiers du jeu, peuvent être évités simplement en payant. Donc Cow Clicker, c'est un jeu qui va essayer, on va dire, de reproduire un système le plus précisément possible en rajoutant, du point de vue stylistique, du point de vue de la rhétorique, une dimension qui serait de l'ordre de l'exagération, de l'hyperbole, etc. Ce qui est assez étonnant, c'est que le jeu a plutôt bien marché. Donc Bogost s'y attendait pas du tout. Lui, il a voulu faire la démonstration jusqu'au bout pour sa théorie, pour venir présenter donc dans ce colloque son point de vue. Et il s'est aperçu que y avait plutôt un succès commercial autour de son jeu, que de nombreux joueurs avaient atteint l'objectif final qu'il avait mis, qui était l'obtention d'une vache d'or. Et en fait, que la dimension behavioriste du jeu qu'il avait reproduite à l'extrême n'avait pas du tout l'effet d'une dénonciation auprès des joueurs.
Donc c'est véritablement un échec en fait dans ce qu'il voulait mettre en place. Pour essayer de parer ça sur, on va dire, les contraintes et les logiques qu'il avait en ayant mis son jeu sur Facebook, il a décidé de créer un ARG, donc un Alternate Reality Game de toute petite ampleur, qui consistait à mettre un timer dans le jeu avec une date fatidique qui était le 7 septembre 2011, qu'il avait appelé le Cowpocalypse, où l'enjeu était simplement à cette date que tous les assets graphiques du jeu soient supprimés. Donc plus rien de visible, mais la structure du jeu existe encore. Donc une disparition ici de toutes les vaches, et ce que s'est aperçu Bogost, eh bien, c'était que des joueurs encore particulièrement dévoués continuaient de cliquer à l'emplacement où existait auparavant leur vache. Donc c'est une sacrée histoire. Bogost est plutôt frappé par une ironie du sort, donc de ce qui se voulait être une illustration plutôt sans prétention pour une conférence, et qui va devenir finalement l'exemple parfait de ce qu'il décrit et critique. Donc ici on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, on va dire, du côté de l'enseignement que ça peut donner en game design pour des développeurs et même pour des critiques autour du jeu vidéo, mais un contre-exemple effectif par rapport aux joueurs. Dans l'enseignement que j'aime bien pointer ici aux étudiants en licence pro à chaque fois, c'est si vous voulez rentrer dans la critique de quelque chose, le fait de reproduire, d'exagérer, d'entrer dans l'hyperbole n'est pas nécessairement suffisamment parlant en fait, et vous n'êtes pas à l'abri que les joueurs passent à côté de la distance que vous voudriez mettre au cœur du jeu. Je vous ai mis, alors je ne l'ai peut-être pas précisé, mais vous avez plein de ressources, en fait, je vous donnerai le support, et vous avez aussi tout un post-mortem de cette expérience, donc à la GDC de 2010, de Yann Bogost, et c'est assez édifiant de l'entendre parler de cette petite aventure-là. Le deuxième exemple que je voulais mentionner, donc exemple de jeu persuasif, lui va se retrouver plutôt aux antipodes de Cow Clicker dans sa démarche. Donc il s'agit de A Slow Year Game Poems, qui va présenter un livre et un jeu. Donc c'est-à-dire que le livre est indissociable du jeu. Donc ici, on est toujours en 2010, donc la même année. Donc Bogost fait ses 2 expérimentations en recherche-création. Et il va proposer un jeu qui est développé sur Atari 2600. Donc il va y avoir une exploration de ce qu'il va appeler des machines poétiques, essayer de ranimer un certain matériel, un certain hardware qui serait considéré comme étant obsolescent. Et il va travailler toute une dimension poétique autour de la programmation et du game design dans ce jeu, qui va mettre en scène 4 saisons. Donc c'est vraiment l'idée d'une année lente. Vous allez parcourir ces 4 saisons, donc l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et la particularité, c'est que pour comprendre ce que vous devez faire dans le jeu, vous devez nécessairement lire le manuel qui est écrit sous la forme de haïkus. Donc il faut aller décrypter chacun des haïkus pour comprendre ce que le système de jeu attend du joueur, ce qui est attendu de nous. Donc ici, on est sur un jeu qui va avoir une certaine reconnaissance dans le domaine plutôt artistique, avec des nominations et des prix, donc notamment à l'Indiecade. Vous avez le prix virtuose et avant-gardiste, et à l'Indie Game Festival, ce qui était assez amusant, c'est qu'il était nommé dans la catégorie nouveauté. Alors pour un jeu développé sur Atari 2600, il y avait un petit décalage qui était assez iconique par rapport à ce qu'il voulait faire. Sur ce jeu-là, on a aussi eu de nombreuses expositions donc dans des musées, dans des festivals et des salons. Donc, habituellement, je vous montrerai la vidéo, mais j'ai peur que ça prenne trop de temps. Mais on va avoir ici un jeu qui est extrêmement lent, en fait, qui appelle plutôt à la contemplation et qui va rechercher une attitude ludique chez le joueur qui est plutôt de l'ordre vraiment de la réflexion. Donc, on est aux antipodes de la stimulation qu'on pourrait retrouver dans la plupart des jeux. Donc sur ces 4 saisons, vous allez avoir des mécaniques qui sont extrêmement simples. On est vraiment sur un système simple dans ce qui peut être mis en place. Sur l'automne, vous allez devoir essayer d'attraper une feuille, en fait de former un tas de feuilles, mais vous avez des bourrasques, un vent qui sans cesse vient détruire en fait votre travail. Donc une dimension d'humilité par rapport à ce que vous essayez de faire face à la nature du vent, à la force du vent. Sur l'hiver, vous avez cette fenêtre face à vous et cette tasse de café. Donc l'enjeu est simplement de savourer votre café dans un rythme assez particulier, de regarder le lever du soleil au petit matin. Pour le printemps, vous êtes sur une ville qui est submergée par un orage, une pluie assez conséquente, et le joueur va pouvoir simplement
compter en fait les éclairs à travers simplement un input. Et l'été est probablement la mécanique, on va dire, la plus audacieuse dans le cadre du jeu, puisqu'il s'agit de fermer les yeux. Donc c'est un peu comme si vous éteigniez votre écran pour faire la sieste au bord de l'eau. Donc ici, on a une expérimentation en recherche-création qui est extrêmement intéressante dans sa démarche, déjà sur le fait d'aller décrypter ces haïkus pour comprendre ce qu'il faut faire dans le jeu. En fait, ça, on va le retrouver un peu théorisé dans certaines branches du game design autour de ce qu'on appelle le game design de situation et qui essaie de prendre en compte que lorsque le joueur réfléchit, lorsque le joueur interprète ou même établit des stratégies, parfois on pourrait comparer ça avec les jeux d'échecs, eh bien le joueur est en train de jouer. Donc ici, il y a une considération autour de l'interprétation qui est pas du tout quelque chose de dominant aujourd'hui dans le domaine du game design, mais cette interprétation, donc, qui peut trouver, on va dire, pas mal de connotations assez fortes dans le fait de même jouer de la musique, avoir un interprète au théâtre, enfin bon, on aurait toute une histoire à travailler, à creuser autour de cette sémantique-là. Eh bien, le joueur va essayer de décrypter, de décoder, alors j'aime bien le terme décoder, puisqu'il y a vraiment cette idée de comprendre les algorithmes et les procédures derrière le jeu, ce qu'il doit faire. La particularité, on va dire, rhétorique de ce jeu-là, c'est dans son discours quelque chose d'assez simple, d'assez minimaliste, mais qui est un appel à des rythmes plus harmonieux, à un retour à la nature, à un appel à un ralentissement, donc, qui peut être affilié au mouvement slow et au mouvement des slow games qui sera insufflé par ce jeu par la suite. Donc ici, on a vraiment, dans cette interprétation à chaque fois des haïkus, un rythme qui va être imposé par la structure, par le phrasé, donc vraiment entendez par la stylistique et la grammaire du haïku, qu'on va interpréter, tester à travers un input. Et c'est pas du tout évident. C'est un jeu qui est plutôt difficile, on va dire, dans le fait de relier ce haïku à la proposition ludique qui est proposée pour trouver comment se mettre au rythme de ce jeu, de cette nature qui est représentée, qui est simulée. Donc bien entendu, bon, voilà, j'ai mis quelques images autour de la conception, on va dire, sur Atari 2600. Donc ça aussi, il y a toute une prouesse technique, mais je ne vais pas m'étendre dessus pour le moment. Donc ici, dans la rhétorique qui va être déployée sur Osloyir, on a vraiment une dimension poétique qui va être mise en scène avec la volonté de développer une évocation, une abstraction chez le joueur, des choses qui sont très imagées et qui ne sont pas du tout dans, on va dire, la représentation complexe d'un système. Il y a deux types en fait de raisonnement et de discours qui vont apparaître entre Cow Clicker et Osloyir, et c'est là où la rhétorique nous apporte des éléments intéressants pour comprendre comment concevoir des systèmes. Dans Cow Clicker, vous avez vraiment l'idée de faire un raisonnement déductif. Comment est-ce que je peux me faire comprendre avec le plus de détails possible en représentant le plus fidèlement un système? Donc on est sur des approches qu'on pourrait appeler de l'ordre du syllogisme, de l'antimème. C'est pas grave si ça vous fait pas référence, mais c'est vraiment, j'essaie de construire un raisonnement, j'essaie de mettre des arguments logiques les uns à la suite des autres. Dans Osloyir, ce n'est pas du tout la même approche de la rhétorique. On a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle de l'inductif. Vous allez essayer d'évoquer des choses qui se font par interprétation, par métaphore, par abstraction. Et il y a une place pour l'interprétation du côté du joueur, même si effectivement, à un moment, il faut trouver la condition pour, on va dire, exécuter le système, appuyer sur le bon input. Donc, cette approche de la rhétorique procédurale, on va dire qu'elle a des origines déjà dans le domaine du game design autour d'un concepteur, alors plutôt un producteur de médias interactifs qui s'appelle Drew Davidson et qui va d'abord poser l'idée de gameplay rhétorique. Donc, la rhétorique du gameplay, c'est quelque chose que normalement vous connaissez tous, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la contraction d'ailleurs du terme de gameplay, c'est how the game plays, comment le jeu se joue. Donc un jeu est déjà une communication avec un joueur, simplement pour indiquer ses modalités d'interaction et d'action. Donc pour illustrer cette idée autour de la rhétorique du gameplay, je vous ai mis quelques captures d'écran autour de The Witness. Alors je vais élaborer en deux temps cet exemple-là. Dans The Witness, vous avez un très bel exemple de la rhétorique du gameplay dans les premières minutes de jeu. C'est-à-dire que le jeu se passe de tout discours écrit, de tout langage qui serait autre que celui vidéoludique. On va vous apprendre vraiment les modalités de la mécanique principale, qui va être simplement de faire un tracé d'un point A à un point B dans un panneau lumineux. Lorsque vous effectuez ce tracé,
vous débloquez, en fait c'est votre objectif, hein, vous débloquez un accès à la salle suivante et puis vous arrivez dans un espace un peu tutoriel où on va très rapidement vous montrer que autour de cette mécanique extrêmement simple, on va pouvoir créer tout un tas de variations. Donc vous l'avez ici avec un des premiers labyrinthes qu'on peut retrouver dans le jeu, mais pour ceux qui ont joué à The Witness, vous devez savoir à quel point cette variation peut se complexifier au fil du jeu. Donc là, c'est simplement modalité de communication où le gameplay va être considéré comme établissant un langage avec un joueur, donc une forme de grammaire qui va édicter des règles, qui va édicter des normes et qui vont apparaître comme étant une sorte d'énoncé performatif qui va constituer l'acte par lequel le joueur va agir. Donc, autrement dit, si vous voulez un autre exemple que tout le monde connaît, c'est je me balade dans Mario, un champignon vient à ma rencontre, ce champignon me touche, je perds de la vie, je comprends que ce champignon est un ennemi. Donc ça, c'est vraiment le discours que le jeu va apporter. Donc Bogos n'est pas du tout en opposition avec cette idée-là, c'est simplement qu'il va rajouter une dimension qui serait de dire que dans le game design, certes, on a une rhétorique du gameplay, mais cette rhétorique du gameplay, elle va prendre appui sur des référents extérieurs, des référents du monde réel, et il n'y a pas finalement de jeu vidéo qui n'aurait de sens qu'orienté sur son univers propre, on va dire un peu dans une dimension autotélique. Donc ce que va faire Bogos, c'est plutôt d'aller pointer qu'il y a des référents réels qui vont être convoqués, des symboliques qui vont être présentes, qui vont être déduites, qui vont être induites par des procédés rhétoriques. Et pour ça, il va simplement retourner un peu à la source, donc du côté d'Aristote, pour essayer de retrouver en fait des techniques expressives de communication autour du jeu vidéo. Donc toute cette approche autour, on va dire, du tout rhétorique au cœur des procédures, c'est vraiment essayer de doter le jeu vidéo d'une qualité littéraire. Donc là, avec une affiliation qui est quand même assez forte et intéressante entre la manière dont on va construire un texte poétique. Alors, vous n'êtes pas forcément des poètes, même si c'est un peu ce que je conclurai plus tard là-dessus, je vais vous encourager à devenir des poètes, mais c'est l'idée que lorsque vous allez lire un poème, quelque chose se dégage de plus que le sens des mots. En fait, vous allez avoir dans la structure, dans la formalisation, dans le choix des vocabulaires, dans les métaphores qui peuvent apparaître, des images qui vont être évoquées, qui vont se construire, et le poème va vous parler au-delà de ce qui est écrit et imprimé sur le papier. Et c'est ça que Bogos essaie de travailler, et c'est là où il essaie de faire une affiliation avec justement la poésie qui est quand même... Alors, il y a différents courants et différentes tendances, il y a toute une histoire de la poésie, mais on va avoir quelque chose de très structuré, de très réglé en termes de rythme et en termes de procédés, et il pose la question de est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec le game design, avec le jeu vidéo. Pour revenir sur l'exemple de The Witness, c'est assez édifiant en fait de prendre The Witness par rapport au jeu persuasif et à la rhétorique procédurale, parce que bien entendu qu'on dépasse cette rhétorique du gameplay dans le jeu. En fait, The Witness va vous mettre face à une espèce d'expérimentation, une méditation sur la recherche de la vérité, dont le labyrinthe est, on va dire, l'image première, mais qui va s'étendre dans l'univers, notamment avec l'idée de développer tout un ensemble d'images secrètes cachées dans le jeu, qui vont jouer aussi beaucoup sur la narration environnementale, mais pas que. Et dans le jeu, on va avoir cette idée de motif qui s'imprime dans la tête du joueur, donc celui que vous avez ici, et qui va être au-delà en fait du langage, au-delà des vocables qu'on utilise habituellement, donc au-delà des mots. Donc ces motifs vont rester imprimés dans notre tête et on va être dans la recherche de résolution. Donc voilà, donc c'est vraiment essayer de créer des expériences en fait esthétiques, des expériences de raisonnement qui dépassent l'entendement, on va dire, plus traditionnel d'un texte théorique ou d'un système de logique, de cause à effet. Donc, autour de ce que peut apporter la rhétorique procédurale, on va avoir trois paradigmes. Donc, j'ai choisi de différencier comme ça trois éléments particuliers autour de la rhétorique procédurale. C'est des éléments qui vont trouver leur lot de critiques. Donc, ça me permet aussi de parler un petit peu des critiques qui sont adressées à cette théorie. Donc le premier paradigme, ce serait une redéfinition de l'attitude ludique. Donc là, on a une considération du joueur. Ça ne dit pas que c'est, on va dire, la seule attitude ludique à prescrire, mais on a quand même cette redéfinition du joueur comme étant un archéologue qui va creuser, qui va excaver, explorer, chercher, interpréter le sens du jeu. Et ça, c'est plutôt en opposition avec ce qu'on retrouve habituellement, où on considère les jeux vidéo comme étant là pour se vider la tête, pour se détendre, pour
éviter de réfléchir. Donc là, c'est tout l'inverse en fait que va proposer Jan Bogost. Donc ici, on a un jeu qui demande à être activé, mais avec une temporalité qui va excéder, on va dire, le temps du jeu, qui va se poursuivre en dehors dans la tête du joueur, donc dans la trace et dans l'interprétation que le joueur peut en faire. Quelque chose d'assez intéressant sur cette attitude-là, quand il va parler du joueur comme archéologue. Donc bien sûr, Bogost va citer un ensemble de procéduralistes, mais aussi il va parler de Wheelwright et de venir pointer en fait la manière dont on peut considérer tout un tas de simulations et où la narration, où on va dire le joueur se raconte beaucoup de choses. Il va prendre l'exemple des Sims et il va dire voilà, entre les systèmes qu'on retrouve dans les Sims et la narration, l'histoire que se raconte le joueur, il y a quelque chose qui est propre au joueur dans l'interprétation de ce qui lui est proposé. Sur le deuxième paradigme, eh bien, c'est considérer que le concepteur de jeu, le game designer, a quelque chose à dire, a quelque chose à raconter et qu'il va essayer de s'exprimer par les règles qu'il agence. Donc ici, on a vraiment une défense d'une posture autoriale autour du game designer. Et puis, donc, troisième élément, eh bien, c'est la dimension politique des jeux. Donc ça, je suis persuadée que même aujourd'hui dans cette salle, si je dis tous les jeux vidéo sont politiques, tout le monde ne sera pas convaincu. Mais ce que veut dire Bogost, c'est que les jeux reflètent les procédures du monde réel et que donc ces procédures sont inspirées en fait de ce que nous connaissons, donc déjà de modèles organisationnels. Un élément intéressant, je l'ai mis juste là, mais qui est extrêmement fertile aussi en recherche. Dans Unit Operation, Bogost va faire une critique des moteurs de jeu et en particulier de la manière dont les moteurs de jeu vont amener tout un tas de préconceptions, favoriser certaines manières de faire des jeux. En tout cas, on va dire, ça dépend de vos compétences en programmation, mais en game design, sur du prototypage, on va être tout autant influencé par notre outil voilà, que par la société qui nous entoure. Et donc, certaines procédures vont être favorisées selon les moteurs. Donc ces trois paradigmes-là vont entraîner un lot de critiques, notamment chez deux chercheurs. Le premier va être le plus virulent dans un article qui s'appelle Against Procedurality, qui est de Miguel Sicard. Et une partie de cette critique sera reprise aussi par Sébastien Janvaux, donc dans plusieurs articles. J'en ai mis un en lien qui est un récapitulatif assez intéressant, qui est Théorie et pratique des jeux expressifs. Vous voyez bien qu'on est quand même sur le même terrain, mais il va y avoir quelques différences théorique. Donc, ce qui va être reproché au jeu persuasif et à la théorie de Jan Bogost, ce serait tout ce qui pourrait concerner les risques d'un design qui serait déterministe, manipulateur et qui oublierait l'expressivité du joueur. Donc ça, c'est vraiment les trois critiques principales qui sont adressées à Jan Bogost. Bien entendu, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à travers les deux exemples que je vous ai montrés, CowClicker et Sloyr, Bogost ne dit pas que c'est la seule manière de faire des jeux. C'est vraiment des expérimentations autour de qu'est-ce que pourrait être la rhétorique procédurale, comment est-ce qu'elle pourrait prendre forme, quel type de jeu persuasif on pourrait créer. Et il avouera, alors plutôt à demi-mot, parce que c'est quand même une personnalité avec pas mal d'ego, on va dire, il avouera que, en gros, sur la dimension théorique qu'il a pu poser, il pense qu'il a touché du doigt quelque chose, mais sur la dimension pratique, qu'il est largement excédé par certains concepteurs, notamment par Paolo Pedercini. Ici, je vous ai mis quelques citations pour montrer que la philosophie du game design que nous propose Bogost, elle est moins caricaturale que ce que peuvent présenter Miguel Sicard et Sébastien Janvaux. En fait, on est sur des dimensions un peu plus complexes que ça. Le premier élément que je voulais pointer, c'est que la rhétorique procédurale va renouer avec l'histoire de la rhétorique et donc a pour vocation de toucher autant la raison, donc l'intellect, le logos, que les émotions, donc tout ce qu'on aurait rattaché autour du pathos, que des valeurs éthiques, donc ce qu'on appelle l'éthos. Donc ici, faire appel à ces trois dimensions dans un jeu, ça permet de concevoir une certaine complexité dans les discours et de mettre aussi de la nuance dans ce qu'on veut représenter. Donc, dans la théorie de Jan Bogost, il n'y a pas du tout l'idée de dire qu'un jeu vidéo serait déterministe et prescripteur d'attitude. En tout cas, pas moins ou pas plus que ne le serait un film dans la manière dont il nous représente, par exemple, des figures héroïques, etc. Donc ici, on va avoir un biais très fort dans les critiques qui sont adressées à Bogost sur justement le terme de persuasif et de persuasion qui est extrêmement connoté en France, et même c'est plutôt par abus de langage, alors que la persuasion est là pour venir pointer plutôt l'idée de la conviction et le fait de convaincre, donc d'entendre un raisonnement qui peut effectivement passer par une dimension émotionnelle ou logique ou en touchant nos valeurs éthiques.
Donc je vous donne une citation, celle normalement que j'ai mise là, mais j'en ai noté plein sur ma feuille, mais je crois que c'est celle que je vous ai mise. Donc Bogost nous dit « La promesse de la rhétorique procédurale et des jeux persuasifs, pour moi du moins, était un rationalisme modéré. Il ne s'agissait pas de sombrer dans un positivisme brutal où la logique l'emporterait sans l'émotion. Les jeux persuasifs promettaient aussi quelque chose de plus. Ils promettaient l'idée que les jeux pouvaient embrasser l'âme d'un discours politique, d'un discours social, d'un discours personnel. Ils promettaient l'idée que les jeux pouvaient être comme le roman réaliste, social, le poème lyrique ou le film documentaire. Donc on a toute une volonté plutôt d'ouvrir en fait les catégories, les genres de jeux, les registres d'expérience que les jeux peuvent produire. Sur le deuxième élément, autour donc, des critiques qui peuvent être adressées ici à, on va dire, une dimension qui serait manipulatrice autour des joueurs, eh bien, ce n'est pas du tout les intentions de Jan Bogost et de la rhétorique procédurale. Lorsque la rhétorique procédurale va être posée, on va dire, conceptualisée de manière théorique, l'enjeu est plutôt d'essayer de comprendre et de déceler justement les discours idéologiques qui parcourent les jeux. Donc on est plutôt dans une forme de littérature, d'apprentissage à décrypter les jeux, à lire les jeux, à comprendre comment ils sont construits dans leur système et dans les arguments. Donc j'ai deux citations à l'appui de Bogost par rapport à ça. Il dit « Nous devons nous efforcer de comprendre comment construire et critiquer la représentation de notre monde sous forme de jeux vidéo. » Et un peu plus loin, il dira « La rhétorique procédurale est une technique pour créer des arguments ou déconstruire des arguments informatiques. » Donc il y a vraiment cette idée de créer une espèce d'alphabétisation en fait, au game design à travers ce procédé-là. Et puis sur la troisième critique qui va vraiment venir poser la question de l'inexpressivité du joueur dans ces systèmes. Alors c'est vrai que sur l'approche que va avoir Bogost, le joueur a assez peu, on va dire, de modalités interactives dans le jeu. C'est ce que je pointais un petit peu tout à l'heure sur le fait qu'il y a une considération en fait, de la réflexion et de l'interprétation du joueur qui serait en train de jouer en dehors du jeu et donc par, on va dire, une étendue de ce spectre ludique-là. Ici, il y a cette volonté de venir défendre la dimension autoriale autour du game designer. Et dans cette dimension autoriale, c'est de prendre en considération que l'auteur a une place, que le game designer a aussi une place. Donc il y a vraiment cet enjeu un peu d'équilibre, de comprendre ou resituer l'expressivité du joueur dans sa compréhension du jeu et l'expressivité de l'auteur. Et en fait, l'idée, c'est plutôt que les deux arrivent à cohabiter, plutôt que d'essayer de proposer une vision du design autour d'un joueur roi. Cette dimension-là, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante parce qu'au premier abord, on pourrait se dire, effectivement, ça nous pose problème en fait sur la manière dont le joueur va se resituer. Mais en fait, j'aime bien penser à des expériences de jeu comme Inscription de Daniel Mullins ou encore Her Story, Immortality de Sam Barlow ou bien plus, on va dire de manière plus connue, The Stanley Parable en fait de David Whelan et William Pugh. Et en fait, des fois, c'est intéressant de se faire embarquer et de se faire manipuler dans un jeu et de voir un petit peu les discours qui s'y rattachent. J'arrive à ma dernière partie. Je vais essayer d'aller un peu vite pour réserver du temps pour quelques questions. Donc ici, c'est vraiment quelle utilité on pourrait retrouver derrière la rhétorique procédurale. Premièrement, je trouve qu'il y a tout un intérêt à venir réfléchir et penser ce que j'appelle des mécaniques parlantes. C'est vraiment un terme tout simple pour essayer d'appeler à la symbolique d'une mécanique et à comment un joueur va l'expérimenter et se retrouver embarqué par simplement l'utilisation d'un input. Je vous ai mis ici 4 exemples, vous pourrez les explorer par la suite. Je vais juste parler de celui de Gris. Donc pareil, pour gagner du temps, j'ai mis quelques captures. Ici, vous avez donc dans Gris, je ne sais pas si vous voyez, c'est un jeu qui est largement reconnu pour sa dimension poétique et vous allez explorer dans chacun des niveaux, pour le dire simplement, une émotion fondamentale qui est représentative d'une étape du deuil. Dans un des premiers niveaux, donc vous avez vraiment une représentation d'un environnement qui est extrêmement agressif. Donc on est sur des couleurs, des choses qui évoquent la colère. Et vous avez dans ce niveau vraiment des grandes bourrasques de vent qui embarquent votre pauvre petit personnage qui est quand même représenté de manière plutôt frêle, qui se fait simplement bourlinguer à chaque fois que le vent apparaît. Donc vous n'arrivez plus à avancer et même vous régressez, vous reculez à chaque fois que le vent arrive.
Dans ce niveau-là, vous allez débloquer une mécanique qui va être une capacité de transformer votre personnage en un bloc. Ce bloc va être bien solide, il va permettre de casser des choses. Donc là aussi, on reste sur cette élaboration autour de la colère aussi, hein, qui est exprimée à travers le personnage. Mais c'est surtout une manière de protéger votre personnage. Lorsque vous allez faire bloc, vous allez pouvoir avoir une solidité, un poids dans le jeu qui fait que vous ne régressez plus. Alors vous avancez quand même très très lentement, ce qui veut dire aussi des choses, mais vous avez quand même vraiment cette représentation, cette métaphore autour de la protection du personnage dans cette mécanique. Je vais simplement citer le deuxième exemple autour de It Takes Two. Ici, vous avez tout ce qui serait rattaché à des figures de répétition. C'est un procédé que Joseph Fares adore et qui va mettre dans chacun de ses jeux, donc dans Tale of Two Brothers, mais également dans A Way Out et puis dans It Takes Two. C'est vraiment de confronter le joueur à des situations qui sont très moralement douteuses, des situations que vous n'avez pas envie de jouer, que vous n'avez pas envie de faire. Ceux qui ont joué à It Takes Two doivent reconnaître Cutie, le petit éléphant. Et cette séquence est particulièrement difficile puisque vous décidez d'assassiner Cutie, alors que c'est vraiment un petit éléphant très mignon qui ne vous a rien fait. Et tout est là dans le jeu pour vous faire comprendre à quel point il est mignon et gentil et inoffensif. Et le jeu vous oblige à faire cette action-là. Et il vous oblige à la faire et à la répéter. Donc c'est vraiment extrêmement difficile dans ce qu'il est demandé de faire. Et c'est assez pernicieux puisque ça apparaît vraiment... on est quasiment à la moitié du jeu dans sa structure, donc impossible de vous dire c'est pas la fin du jeu, vous n'allez pas arrêter, vous avez envie de voir ce qui est au-delà de ça, la suite de l'histoire, et donc voilà, de passer par cet assassinat très douloureux. Deuxième élément sur l'utilité, c'est simplement aller déceler dans les systèmes idéologiques des discours. Donc sur ces discours, j'ai pris un exemple qu'on prend souvent avec Florent Cossard, qui est enseignant avec moi sur les cours de game design à l'université Paul Valéry. Donc on travaille souvent sur ce questionnement autour du last hit, donc qui va présenter un système, et la manière dont le last hit, donc qui est le dernier coup porté, va pouvoir avoir des incidences et des discours idéologiques dans les systèmes. Donc ici vous avez l'exemple de l'utilisation, la représentation du last hit dans League of Legends, où vous avez toute une idéologie qui va poser un rapport hiérarchique de celui qui porte le dernier coup et qui porte tout un discours idéologique plutôt méritocratique sur celui qui porte le dernier coup et particulièrement valorisé dans les conséquences du système. Si je décale cette question du last hit dans d'autres types de jeux, tels que Overwatch, ici, ça n'a pas vraiment d'incidence. Vous avez une signification autour du last hit, c'est dans les feedbacks que vous retrouvez sur l'écran. Il y a quand même une petite valorisation de celui qui a porté le dernier coup, mais très concrètement, dans les conséquences, on va dire, du système, le décompte de la participation est fait de manière égalitaire entre tous les joueurs, et tous les joueurs vont avoir la même récompense, entre guillemets, qui est l'augmentation de leur ultimate en fonction des dégâts. Dernière interprétation, on pourrait étendre le last hit à plein de types de jeux, mais donc là je vous l'ai mis sur Left 4 Dead, donc 1 et 2, où le last hit est traité de manière assez intéressante puisqu'il est comptabilisé dans le système. Vous allez retrouver un feedback, mais qui est surtout là pour informer que l'ennemi spécial a été supprimé, ce n'est plus un danger. Vous allez avoir une signification importante qui apparaît dans le générique de fin, donc vraiment tout à la fin du jeu, donc qui est plutôt là comme étant une valorisation, mais on va dire qui n'est pas prédominante tout de suite dans le jeu. Et par contre, dans l'intermédiaire que vous avez, donc entre chaque étape de la map, ce qu'on appelle des safe rooms, des planques entre deux étapes, deux niveaux de la map, eh bien vous avez une comptabilisation des dégâts qui est partagée. Donc oui, on peut se dire, ça fait quand même un classement, on compte les dégâts, mais on est plutôt sur une valorisation de l'entraide. Et c'est quelque chose qui va se retrouver à plusieurs niveaux dans le jeu, notamment avec des messages informatifs qui valorisent le fait d'avoir aidé, d'avoir protégé quelqu'un, etc., etc. Sur cette utilité de la rhétorique, c'est aussi la possibilité de penser de nouvelles rhétoriques. Je l'ai mentionné rapidement hier lors de la table ronde, vous avez tout un développement autour de ce qu'on appelle la rhétorique de l'échec ou la stratégie de la tragédie, qui a été développée par Xuanqing Li, donc c'est dans un article qu'on retrouve sur le site gamestudies.org, qui est une revue sur les game studies, la première historique, et qui va venir justement explorer des formes tragiques dans les jeux vidéo.
Donc l'idée de la rhétorique de l'échec, c'est vraiment mettre le joueur en situation où il ne pourra pas gagner. Souvent, il y a une dimension un peu de leurre, c'est-à-dire qu'on va croire que l'on peut faire des actions habituelles, remporter la partie, prendre le dessus, être plus performant que les ennemis ou la situation dans laquelle le système nous met. Mais en réalité, le joueur est voué à perdre et c'est la finalité. Donc cette utilisation, c'est assez intéressant parce qu'on la retrouve dans beaucoup de jeux conceptuels et elle commence un peu... Alors, il y a déjà eu des tentatives avant Darkest Dungeon 2, mais on va la retrouver un peu plus dans des jeux indépendants où on va oser en fait cette mise en scène d'un héros qui échoue à un moment donné. Donc là, c'est l'exemple d'une scénette narrative autour de la furie, donc qui perd tout son clan, qui va dépérir. C'est assez difficile dans ce qui est mis en scène puisque vous voyez vos soldats en fait qui meurent de manière répétée et donc en fait vous êtes dans un échec le clan est décimé et le petit paradoxe sur cette capture d'écran qui est assez fort, qui est Victory, she had failed. Donc vraiment cette manière dont l'échec peut être représenté et être signifiant en fait pour le joueur, intéressant en termes d'expérience esthétique. Et puis le dernier élément que je voulais simplement mentionner, c'est d'essayer de penser des outils systémiques pour interrelier le sens. Donc ça, c'est un travail que j'ai mené à la toute fin de mon doctorat, qu'on retrouve en conclusion de ma thèse, qui est sur un outil qui s'appelle la boussole rhétorique et qui est là pour qui m'a aidé à modéliser le système de jeu que je voulais mettre en place, parce qu'on a besoin d'outils de modélisation. C'est assez difficile de penser des systèmes complexes, mais c'est encore plus difficile quand on essaie d'y rajouter la dimension du discours et la dimension du sens. Donc là, l'enjeu de la boussole, c'est vraiment d'essayer de catégoriser ce qui serait de l'ordre du discours, des valeurs, des piliers du jeu, mais également des références sur lesquelles on va s'appuyer. Comment ce discours, ces valeurs vont s'incarner dans du gameplay, des systèmes, des microsystèmes, des mécaniques, parfois des paramètres atomiques, et quelles représentations formelles au sens large on va essayer d'en dégager. Donc ça peut être des feedbacks, des signes, mais aussi, pourquoi pas, de l'environnement, des éléments sonores, etc., etc. Et dernière dimension qui va prendre en compte aussi la dimension physique du jeu, et notamment la question des inputs et de l'espace dans lequel le joueur va exercer le jeu. Donc la formalisation de la boussole, vous en avez une version qui est un peu segmentée, mais qui peut aider déjà à l'appliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le travail d'un de mes doctorants qui s'appelle Pierre Richou et qui est en train de mettre en place un outil, en fait, une application pour justement aider à la mise en place de cette boussole, qui est un travail un peu fastidieux, on va dire sur papier, et qui trouvera sûrement une meilleure adaptation de manière numérique. Je vais sauter un slide, c'est pas très grave. Je vais terminer sur ma conclusion. Donc c'est un petit peu tout l'apport que peut amener la rhétorique procédurale, qui s'inscrit en fait dans une large quête de la recherche, on va dire de la manière dont un jeu peut communiquer. En fait, ça on le retrouve dès le début du game design, de la formalisation du game design en tant que théorie, technique, voire profession dans les années 2000. Et on a vraiment cette quête autour de trouver des techniques de communication. Ce qui est intéressant ici avec Yann Bogos, c'est qu'on a vraiment cet apport autour d'un art du game design, une volonté en fait de légitimité artistique et de renouer avec d'autres médiums, d'autres techniques, notamment en allant puiser chez Aristote, qui peuvent être un apport assez intéressant, notamment autour des figures de style. Je vous ai mis quelques petits conseils pour les étudiants et étudiantes qui sont là, donc sur comment vous pourriez essayer d'appliquer ça. Donc déjà de développer un esprit critique sur les jeux, d'analyser les jeux, de décortiquer les systèmes, d'aller regarder, essayer de comprendre quels sont les discours, comme j'ai pu le montrer très rapidement, on va dire de manière peut-être un peu caricaturale sur le Last Hit, mais voilà, d'essayer de comprendre quels sont les discours, d'aller explorer les figures de style. Alors au début ça fait mal, mais vous pouvez avoir quelque chose de l'ordre des grandes catégories, l'exagération, l'hyperbole, la tragédie, la comédie, déjà vous inscrire dans des registres peut vous aider. De décloisonner le jeu vidéo pour aller s'inspirer des autres arts, de travailler aussi des formats courts. Alors je crois que c'est en plus quelque chose qui vous est souvent conseillé, de ne pas être trop ambitieux, de ne pas avoir des scopes trop larges. Donc là, vous pouvez complètement embrasser cette dimension-là. Des formats courts, pourquoi ? Parce que ça permet de mieux tenter de maîtriser le discours que l'on veut véhiculer sur un plus petit scope. Et puis le dernier point, alors qui n'est pas du tout, on va dire, une idée qui vient de moi, c'est une idée que je trouve très belle, qui a été donnée par David Braddon
Donc le concepteur de The Stanley Parable et de The Beginner's Guide, qui est d'essayer d'avoir des idées honnêtes, des idées intimes, et de ne pas avoir peur un petit peu de se livrer pour raconter des histoires plus personnelles, mettre en scène aussi certaines de vos convictions, de vos idées dans le jeu, et donc peut-être d'aller embrasser un peu cette dimension poétique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Claire, j'espère que ça vous a plu. On va prendre donc quelques petites questions, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence, cette petite pause réflexive dans le milieu qui est quand même dominé très largement par des logiques consuméristes. J'avais une question un peu en ouverture pour les gens qui pourraient être intéressés pour approfondir ou pour s'investir personnellement dans le domaine des hard games, et notamment ici en France, si vous pouviez recommander des pointeurs, des associations, peut-être des établissements, des événements, en plus des EGC, ou voir des collectifs, ou des personnes même. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors effectivement, en France, on a un collectif qui est moins actif actuellement, mais qui est One Life Remains. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Alors, il y a une grosse exploration autour des contrôleurs alternatifs, dimension foraine aussi un petit peu autour du jeu, qui sera d'ailleurs repris par un festival qui s'appelle Eniarof. Donc vous pouvez essayer de creuser un peu cette dimension-là. Et puis, il va y avoir quelques collectifs. Alors, je vais en citer un montpelliérain qui est Gammaturgie. Vous les retrouverez sur itch.io et qui vont avoir cette approche vraiment sur la rhétorique procédurale et puis un fort ancrage quand même politique. On va dire qu'on retrouve des jeux qui sont plutôt militants autour de ce domaine-là. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais c'est aussi que ça se développe beaucoup dans les cadres et laboratoires universitaires, tout simplement parce que ça permet de faire ce pas de côté par rapport à la dimension consumériste et donc d'avoir toute une dimension réflexive. Donc là aussi, on va dire les laboratoires qui travaillent un peu autour de la question du jeu. Donc on le fait à l'université Paul Valéry, Sébastien Janvon le fait aussi du côté de l'université de Lorraine. Donc voilà, donc ça peut être des lieux un petit peu à aller explorer, on va dire, en France. Bonjour, j'ai une question, je vais essayer de la speeder parce que je vais avoir du mal à la poser, mais qu'est-ce que dans cette vision du fait que le propos des jeux peut venir des mécaniques elles-mêmes, qu'est-ce que tu penses de l'idée, c'est lié, mais qu'elle peut venir même au niveau micro des algorithmes dans des jeux? J'avais été frappé par l'exemple de Chris Crawford qui disait si on fait un jeu de stratégie dans lequel il y a une révolution, déjà ça c'est une décision de mécanique, mais ensuite il s'agit de savoir comment la révolution va avoir lieu réellement dans le jeu. C'est-à-dire est-ce que par exemple on prend en compte l'âge des gens, ce qui est un truc qui existe dans la vraie vie, il y a un lien entre l'âge de la population et la possibilité de la population de faire une révolution. Donc vraiment d'être dans l'algorithme, parce qu'il y a des game designers qui ont des idées de système, mais si on ne sait pas créer des algorithmes, en fait, on perd une partie de la possibilité de s'exprimer politiquement ou idéologiquement, etc. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. En fait, Bogos va vraiment traiter de cette question-là. Idéalement, c'est à la fois les algorithmes, on va dire, qui permettent de représenter ces procédures. Après, ce qui est intéressant alors, l'idéal, c'est l'approche complète et l'ensemble est vraiment en miroir, en représentation du discours. C'est pas toujours possible. Des fois, on prend des raccourcis et ça, Bogos le pointe aussi et c'est pour ça qu'il parle de procédures. Il va venir dire que les procédures, c'est un petit peu la manière, la visibilité que le joueur a des algorithmes. Donc, en fait, ça laisse quand même un petit peu une marge d'interprétation entre ce qui serait de l'ordre du code effectif et ce que le joueur comprend du système. Donc, ça permet une marge de manœuvre pour ceux qui ne sont pas forcément programmeurs de quand même arriver à prototyper des jeux qui permettent d'illustrer au mieux leurs idées, quoi. Dans une conférence hier, on a évoqué l'idée de penser le game feel en amont et comme faisant partie intégrante du game design et des systèmes de jeu. En quoi, selon toi, le game feel et plus largement les logiques de signe et feedback peuvent être porteurs de discours, porteurs de sens?
J'étais plutôt en accord sur ces éléments-là, enfin de dire qu'il n'y avait pas d'opposition, que c'était plutôt une pensée qui était conjointe. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre du game feel, des signes et des feedbacks, en fait, ils sont pensés dans la manière dont on va articuler un système. Et c'est la visibilité de ce système là, qui peut reprendre l'idée de la procédure, qu'est-ce qui est rendu visible pour le joueur. Et du coup, c'est les conséquences de ce système. Qu'est-ce qu'on va penser pour que le joueur comprenne l'action, qu'il y ait une meilleure communication. Donc, ouais, j'étais plutôt en accord sur ce point-là. Claire, tu nous as parlé donc de la rhétorique procédurale pas mal comme une manière pour les designers de penser la manière dont ils vont concevoir leur jeu, leur système, pour en dire des choses. Mais tu évoquais aussi au début le fait que ça puisse être quelque chose qui transpire finalement de nos jeux sans être forcément conscientisé. Donc, est-ce qu'il faut voir cette rhétorique procédurale plutôt comme quelque chose qui va nous aiguiller et nous permettre de concevoir nos systèmes, ou comme une idée qui va inévitablement transparaître et transpirer dans nos productions, qu'on y pense ou pas, et qui du coup nous ouvre au risque de faire des contresens si on le prend pas en compte lors de la conception. Ouais, c'est intéressant que tu pointes ça parce que, alors je suis passée vite sur cet élément-là, mais en fait Bogos va faire une distinction entre rhétorique procédurale et jeu persuasif. Il va dire tous les jeux possèdent une rhétorique procédurale. Donc tous les jeux véhiculent un discours, qu'on le veuille ou non. Mais ce qu'il va pointer du côté des jeux persuasifs, c'est plutôt quand il y a une réflexion et un accord en fait avec le discours, on va dire une cohérence qui se construit entre ce que l'on réfléchit en amont, ce que l'on veut véhiculer et ce qui peut éventuellement être compris et toucher, qui va toucher le joueur. Donc ça, c'est voilà. Là-dessus, il y a vraiment cette idée de être vigilant, puisque dans tous les cas, en fait, on manipule du langage, on manipule des symboles, on manipule des règles, on fait des représentations, qu'on le veuille ou non, et peu importe le degré de fiction, d'imaginaire, le caractère absurde de ce qu'on peut vouloir mettre en scène, etc. C'est d'essayer de comprendre, de déceler qu'est-ce que ça raconte. Donc ça, il y a vraiment cette idée d'avoir une approche réflexive, de problématisation, de réflexion autour de ce qu'on met en scène, et puis l'idée après de voir si on décide de vraiment embrasser cette approche, d'avoir cette manipulation en fait du médium autour des mécaniques, autour des systèmes comme propose Bogos, et d'en faire quelque chose, on va dire de vraiment presque dans une dimension artisanale on va essayer de construire au mieux la communication et d'essayer de maîtriser, contrôler le discours. Peut-être qu'un élément aussi pour que vous ne partiez pas avec une vision un peu biaisée autour de ça, j'en ai pas parlé aussi, mais Bogos va parler d'une notion qu'il appelle the simulation gap, ou l'écart de la simulation, et c'est pas pour rien qu'il emprunte à Will Wright, etc., un ensemble d'éléments. C'est de se dire que on sera jamais complètement sûr en tant que concepteur de toucher le joueur en fait dans une communication parfaite. Enfin, c'est presque l'idée de dire qu'il n'y a jamais de communication parfaite, qu'il y a toujours un écart, mais c'est aussi travailler avec cet écart. En fait, c'est le prendre en compte, avoir une espèce de marge de manœuvre qui fait aussi peut-être l'intérêt du jeu, quoi. Déjà, bonjour et merci beaucoup. Ma question, c'est, alors du coup, quand on fait des jeux seuls pour faire passer son discours, du coup, la seule frein qu'on va avoir globalement, ça va être le moteur ou le support qu'on utilise, qui va peut-être avoir du coup des restrictions. Mais quand on travaille en équipe, du coup, chaque personne a sa créativité. Moi, personnellement, je pense que du coup, on n'est pas là pour les traiter comme des robots qui sont juste là pour donner notre vision à nous. Mais du coup, comment vous verrez intégrer leur créativité, leur propre point de vue, et leur propre vision en tant que personnes créatives, mais qui ne sont pas forcément designers, ou alors qui sont d'autres designers avec nous, mais qui participent à notre projet dans l'intégralité du projet.
Tout à fait. C'est extrêmement intéressant de venir pointer ça. C'est la dimension collective en fait, et collaborative qui va être dans le jeu vidéo. En fait, là, j'ai cité, et encore que Mary Flanagan ne travaille pas seule à certains moments. Alors, c'est vrai que Paolo Pedercini travaille vraiment, fait tous ses jeux tout seul, on va dire, sur toute la dimension. Gonzalo Frasca et Bogost ont collaboré ensemble, donc on est aussi sur dimension collective sur certaines créations. Donc ça, c'est arriver à prendre en compte en fait et avoir une communication qui est plutôt partagée et à s'entendre sur une vision des choses. Qu'est-ce qu'on veut raconter ensemble? Qu'est-ce qui nous intéresse? Et il n'y a pas du tout de hiérarchisation de qui va amener une idée, une référence, etc. Mais c'est plutôt comment après est-ce qu'elle va se traduire éventuellement effectivement dans le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine artistique, on a en fait pas mal d'exemples de collectifs en fait autour de l'art game. Donc finalement, c'est plusieurs personnes qui vont avoir envie de travailler ensemble, et surtout dans une approche qui est pas hyper spécialisée. Il y a aussi cette dimension-là de plutôt de polyvalence, de chacun met un peu la main à la pâte et on va dire à un panel de compétences qui permet de contribuer au jeu sur certaines dimensions. Mais du coup, voilà, la dimension collective n'est pas du tout incompatible, en fait. C'est arriver à discuter ensemble, à s'entendre et à comprendre qu'est-ce qu'on a envie de raconter, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que vous avez donc ce cadre théorique a été développé par des gens qui travaillaient de manière générale assez seuls sur des projets qui sont souvent à visée non commerciale, j'ai l'impression. Est-ce que vous savez si cette théorie a réussi à infuser dans des milieux plus industriels et qu'aujourd'hui ce sont des questions qui sont discutées dans des studios, dans des équipes de game design sur des AAA, des jeux comme ça? Eh bien, j'aurais tendance à dire non. Je pense que ça a beaucoup de mal à percer. Ça a même, en fait, c'est pour ça que je pointais déjà des critiques académiques. En fait, ça a même du mal à percer dans le domaine académique. Il y a vraiment des tendances très fortes et très dominantes en fait dans le game design aujourd'hui. Si vous voulez vendre une approche de la rhétorique procédurale, il faut plutôt parler de cohérence pseudo-narrative, de choses comme ça. Ça passera beaucoup mieux et pas vraiment tenir de discours sur la dimension politique. Alors, ça dépend des studios, bien sûr, mais c'est pareil, même chose. On est plutôt sur la neutralité. C'est le joueur qui se fait son point de vue, c'est le joueur qui s'exprime. Nous, on n'a pas de discours, on n'est pas là pour être prescripteur, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est plus les conseils de vous en tant que game designer. C'est des choses qui peuvent vraiment vous aider, vous forger à comprendre, avoir une technicité en fait dans la manière de construire des jeux. Après, c'était comme hier, on pouvait avoir le discours sur les pitchs entre le high concept, le low concept. C'est un peu pareil. Comment est-ce que vous allez vendre un peu un outil qui a quand même un ancrage politique assez fort, qui peut vous aider à penser des choses de manière minutieuse et pertinente, vraiment sur une technicité, un design, mais sans peut-être faire peur, je ne sais pas, au studio sur ce point-là. Eh bien, merci tout le monde. Merci tout le monde pour vos questions. Merci encore Claire pour cette conférence. J'espère que vous avez pris des notes.